La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Mesdames et messieurs, membres du public, Monsieur le Président, cher jury, chères contradictrices, aujourd'hui je commence avec cette citation du général de Gaulle pour plusieurs raisons. La première, elle nous permet d'entrer directement dans le vif du sujet, et deuxièmement, cela nous permet d'avoir la vision d'un illustre personnage français sur notre question. En effet, d'après le général de Gaulle, l'homme, pour devenir qui il est, pour découvrir qui il est, quel est son véritable caractère, leur véritable personnalité, doivent d'abord connaître la difficulté. Ils doivent également passer par des moments difficiles tels que la guerre. C'est ce qu'il nous dit. C'est pourquoi nous commencerons par dire que l'homme n'est pas le fruit de son éducation, mais bien le fruit des événements auxquels il a pu assister, soit par extension le fruit de son expérience personnelle. En effet, les hommes, tels des statues, pour être façonnés, créés de toutes pièces, doivent d'abord recevoir des coups, doivent d'abord être sur le point de chuter, même au point de rupture. C'est ce que nous dit le général de Gaulle dans ses récits de guerre. Peut-être, chère contradictrice, que vous prendrez le pari d'aller à l'encontre même du général de Gaulle. Personnellement, je n'aurais pas cette audace. Parlons des femmes maintenant, car en effet, notre sujet englobe tant les hommes que les femmes, n'est-ce pas? Il faut donc parler du cas des femmes. L'éducation qui leur était faite à l'époque du général de Gaulle n'était en aucun cas l'éducation qui consistait en l'apprentissage de la violence ou même de la révolte. Pourtant, on peut voir à travers les suffragettes que les femmes sont capables de se révolter, sont capables de se battre pour défendre leurs droits. Elles n'étaient donc pas le fruit de leur éducation. Je souhaiterais poursuivre en vous disant que je me pose une question directement liée à votre plaidoirie, chère contradictrice. Vous partez en effet du principe que nous sommes le fruit de notre éducation, car nous recopions, bien que ce soit inconscient, les gestes et les dires de nos parents, ou plus généralement de nos éducateurs. Mais alors je me demande, sans faux semblant, sommes-nous vraiment tous vraisemblables à nos gouvernants? Sommes-nous poussés à nous ressembler, sans même faire semblant? Les recopions-nous inconsciemment? Parce que si nous croyons en cette thèse déterministe, fataliste, qui est la vôtre, comme quoi nous sommes bien le fruit de notre éducation, alors cela revient à croire et à dire que nous sommes des êtres immuables, conditionnés et sans libre arbitre. Cela reviendrait à dire, grosso modo, qu'un fils de criminel serait alors voué à devenir un criminel à son tour, si telle fut son éducation, une éducation de criminel. Que tous ceux qui sont influencés par les faucons en politique seraient alors eux aussi destinés à devenir des vrais cons par la suite. Que ceux qui suivent la voie parfois amère de leur mère, celle destinée à... que nous sommes parfois... Pardon, c'est M. Fleury qui me fait rigoler. Que ceux qui sont parfois influencés par la voie parfois amère de leur mère, celle qui pourrait les pousser à dire « ah merde », seraient en fait, en quelque sorte, conditionnés et gouvernés par celle-ci. Mais non, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas la copie conforme de notre mère, ni le sommaire de nos deux parents. Par ailleurs, votre manière de penser, chère contradictrice, est dangereuse, car elle mènerait les individus à se déresponsabiliser. En effet, tout homme qui serait condamné dirait aux policiers ou aux juges « mais vous savez, je ne suis que le fruit de mon éducation. Par conséquent, ce n'est pas moi le responsable, mais bien ceux qui m'ont éduqué. » De plus, si nous sommes réellement le fruit de notre éducation, alors nous devrions être des êtres incapables de changer par nous-mêmes, des êtres programmés par des héros et des héroïnes. Que nous ne pourrions être exemptés de leur éducation et être pour autant un modèle d'exemplarité de notre simple fait. Nous n'aurions donc pas la volonté de voler de nos propres ailes, de ne plus être elles, nos mères, de ne plus être volés de ces années qui nous permettent de nous forger, de nous former ou même simplement de grandir. Nous ne pourrions donc pas seuls faire notre caractère, notre carapace, découvrir Coluche, aller carapater avec les copains, faire de la calligraphie, sans être pourtant influencés par notre éducation. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, Smain Smailo nous dit. Moi je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas tout court. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je remets en cause la thèse de ma contradictrice qui revient à dire que nous sommes le fruit de notre éducation et que par conséquent, nous sommes des êtres privés de libre arbitre. En effet, si nous sommes cantonnés, et je ne parle pas du riz, si nous sommes cantonnés à être le fruit de notre éducation, alors nous ne pourrions pas voir les portes que le monde peut nous ouvrir, ni même les opportunités qu'il pourrait nous offrir. Nous ne pourrions pas, par ailleurs, nous adapter pour prendre ces portes. Mais pourtant, il y a des individus qui ont reçu une éducation désastreuse et qui sont devenus d'illustres personnages. C'est pourquoi nous ne sommes pas, mesdames, messieurs, le fruit de notre éducation, j'en ai peur,
mais nous sommes le fruit de notre imagination. En effet, Montaigne disait « Une forte imagination produit l'événement », parce que lorsque l'homme imagine, il devient ce qu'il visualise et non ce qu'il vous voyait. Il ne faut pas là se fourvoyer. Par ailleurs, si un enfant est futile, cela est dû à son caractère, chère contradictrice, et non pas à son éducation, comme vous pouvez tenter de nous le faire croire. En effet, j'ai d'abord abordé le cas des parents, des individus pour lesquels l'éducation est loin derrière eux, car je vous le rappelle, l'éducation est partielle. Mais abordons maintenant le cas des enfants, qui, eux, sont au cœur de l'éducation. Je reprends là où j'en étais. Si un enfant est futile, cela est dû à son caractère. Mais fussent-ils bêtes, ses parents? N'arrêtaient-ils pas de l'embêter? Les privaient-ils de becqueter, d'un simple baiser? Parce que c'est aussi ça, l'éducation. Si l'on en croit la thèse de ma contradictrice, alors oui, si un enfant est futile, c'est parce que son éducation fut ainsi, sans intérêt. Pourtant, il y a des personnes, des individus de notre société qui sont issus d'une famille très peu cultivée et qui sont devenus d'illustres personnages. D'autres, à l'inverse, sont issus de familles très cultivées, qui d'ailleurs n'ont rien, pour la plupart d'entre elles, rien cultivé depuis des années, mais qui sont devenus des ignorants. Par ailleurs, d'autres ont eu une éducation religieuse. Par exemple, regardez, je suis issu d'une famille, ma mère est catholique, mon père est protestant, j'ai donc connu l'Église dès mon plus jeune âge. J'ai eu la chance de rencontrer M. Sonnel, père de notre paroisse, et lorsque le père Sonnel a tenté de m'éduquer, lorsqu'il a tenté de faire mon éducation, de m'inculquer les valeurs de la religion, j'ai pourtant rejeté, comme tout un tas d'autres. Je suis ravi de voir que mon humour plaît aux jurés. Un très grand nombre d'individus, je reprends donc, comme moi, ont remis en cause leur éducation religieuse et sont aujourd'hui devenus des profanes, des athéistes. Je finirai après tout cet humour d'un mot, en vous disant simplement que si nous sommes le fruit de notre éducation, soit le résultat invariable de cette chose pourtant partielle, alors, chère contradictrice, comment expliquez-vous que l'homme pourtant éduqué dans la grandeur de ses parents, lui aussi éduqué à devenir un grand, par exemple un start-upper, un professeur ou un juriste, en décide autrement? Que faites-vous des adultes qui restent des éternels enfants, bien que nous soyons tous éduqués à devenir des grands? Pour finir, Montesquieu disait « L'éducation consiste à nous donner des idées, mais la bonne éducation à les mettre en proportion. » Il relève donc bien, mesdames et messieurs, de la volonté et uniquement de cette volonté du mortel de traduire cette éducation et ses idées par des actes ou des choix, mais ne fait en aucun cas de lui qui il est. Car en effet, notre éducation ne fait ni notre caractère, ni nos sentiments, bref, toutes ces choses qui font de nous qui nous sommes. Je vous remercie. Chère contradictrice, d'abord bravo et félicitations. Comme tout contradicteur qui se respecte, je me dois de vous féliciter, surtout sur la forme. En revanche, vous vous en doutez, nous avons des différends en ce qui concerne le fond. Vous avez fait plusieurs lapsus, vous avez confondu l'éducation avec tout un tas d'autres sujets. Je vais revenir sur ces lapsus, mais d'abord permettez-moi d'introduire ma contre-plaidoirie avec une citation. Je vais tâcher d'être concis, de reprendre quelques points que vous avez énoncés avec lesquels je suis en désaccord. Premièrement, Confucius disait « Nous sommes frères par nature, mais étrangers par l'éducation ». Vous vous dites « Mais ça va dans le sens de ta contradictrice, César, car si nous sommes tous nés par nature et finalement différents par l'éducation, c'est bien qu'elle nous fait devenir des êtres différents. » J'ai peur que ce ne soit pas le sens de cette citation de Confucius, illustre philosophe. Je pense qu'il veut nous dire par là que nous pouvons très bien naître dans une même famille, recevoir une seule et même éducation et devenir pourtant deux êtres différents. Car être le fruit, chère contradictrice, et je pense que vous n'avez pas regardé le dictionnaire, veut dire que nous sommes le résultat d'eux. Or, si nous sommes le résultat, soit, prenons par exemple un problème mathématique. Vous pouvez tourner un problème mathématique dans tous les sens, vous allez retrouver toujours le même résultat à la fin. Eh bien, pour l'éducation, c'est différent. Le résultat peut donc être différent, bien que le problème, au début, soit le même. Nous ne sommes donc pas le fruit de notre éducation, car si deux personnes reçoivent la même éducation, mais qu'ils deviennent deux individus avec deux personnalités différentes, c'est bien que ce n'est pas l'éducation qui fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Par ailleurs, vous avez confondu éducation et instruction. Vous nous dites que, vous avez pris l'exemple de la faculté, vous nous dites que la fac et l'école nous éduquent. Moi, je vous dis qu'elle nous instruit, elle ne nous éduque pas.
mon éducation fut faite par mes parents. Si je viens ici aujourd'hui, que je suis allé en cours ce matin, c'est pour que mes professeurs me transmettent du savoir, qu'ils m'instruisent, mais non pas pour qu'ils m'éduquent. Bien sûr, si je fais quelque chose de répréhensible, ils peuvent reprendre mon caractère et me dire que j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais cela ne relève pas de l'éducation, les professeurs sont là pour nous instruire et non pas pour nous éduquer. C'est le premier lapsus que vous faites. Le deuxième, c'est de nous dire que l'éducation serait en fait une prise de conscience. Vous confondez éducation et prise de conscience, puisque vous nous dites l'éducation peut en fait nous être faite tout au long de notre vie. Mais ce n'est pas le cas. Prenons un exemple. Si nous sommes tous les deux ici aujourd'hui, c'est parce que nous aimons l'éloquence, nous avons entendu, vu quelqu'un qui a fait une plaidoirie et qui nous a plu, ce qui nous a donné envie d'être ici aujourd'hui. Nous avons pris conscience que nous aimons l'éloquence, mais cette personne ne nous a pas éduqués, puisque l'éducation, c'est mettre en œuvre des moyens pour assurer le développement d'un être humain. Or, une personne qui ne nous connaît même pas, une personne que l'on voit sur YouTube, faire une vidéo, par exemple, mon idole Pierre Faury, n'a pas mis en œuvre des moyens pour que je sois ici aujourd'hui devant vous. Ne vous en déplaise. Donc, c'est là tout l'intérêt de ma plaidoirie, c'est de vous faire comprendre que nous ne sommes pas le fruit de notre éducation, mais bien le fruit de ce que peut percevoir nos sens. Si nous aimons regarder quelque chose, entendre quelque chose, le toucher, nous allons tenter de le reproduire. Mais ce n'est pas de l'éducation. Par ailleurs, j'ai avancé l'argument que nous pouvons être l'éducation de notre expérience. Or, nous pouvons être le résultat de notre expérience et non pas de notre éducation. Parce qu'en effet, l'expérience, elle, ne met pas en œuvre des moyens propres à assurer notre développement. Je vous remercie.